Mesdames et messieurs, entrepreneurs sociaux et coopératifs, membres de la communauté, francophones et francophiles et amis du CCO, bonsoir. Au nom du Conseil de la coopération de l'Ontario, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette deuxième édition des Nocturnes du CCO. Un événement qui tombe à pic, considérant tous les changements auxquels notre communauté fait face à l'heure actuelle, notre province et notre écosystème entrepreneurial. Mon nom est Jean-François Parent, je suis agent de développement pour le Conseil de la coopération de l'Ontario, ici au bureau d'Ottawa, dans l'Est ontarien. Il me fera plaisir d'être votre animateur et modérateur pour la soirée. Avant de commencer, il est important de souligner l'endroit où nous sommes physiquement présents en ce moment, qui, en fait, nous nous situons sur un territoire historiquement non cédé appartenant à la communauté algonquienne de la région. Il nous est très important de reconnaître tout le travail et tous les apports de cette communauté afin de bâtir un avenir meilleur et plus dynamique. J'aimerais tout d'abord remercier quelques personnes sans lesquelles toute cette initiative n'aurait pu voir le jour, en fait. Tout d'abord, j'aimerais remercier le personnel de l'Atelier d'innovation sociale à Ottawa. C'est le lieu sur lequel nous nous situons en ce moment pour cette diffusion en direct. Et tout particulièrement, j'aimerais remercier Fernanda Gutiérrez, la coordonnatrice de l'atelier, qui nous a permis de faire le setup pour cette occasion. Donc, merci énormément. Ensuite, j'aimerais tout particulièrement souligner le rôle de notre directeur général, le fameux Julien Jérémy, directeur général ici même au CCO, pour avoir eu l'idée originelle de ce Facebook Live, d'avoir mis le concept en marche et tout le processus qui nous a menés à cette soirée. Donc, une bonne main d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont justement contribué à cette soirée. Et une bonne main d'applaudissements également pour toute l'équipe qui se cache derrière la caméra. Donc, j'aimerais souligner le rôle de Dénick Dorval, agent de développement également pour la région de l'Est de l'Ontario, qui a fait tout le travail pour nous permettre ce soir d'être en direct. Donc, également une bonne main d'applaudissements. Et également à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez de la maison, du travail, ou peu importe que vous soyez à travers notre belle planète. Merci du fond du cœur de vous joindre à nous pour cette occasion. Donc, une dernière petite main d'applaudissements. Donc, comme vous le savez sans doute, l'économie sociale peut être entendue de multiples façons. Elle forge à chaque jour de nouvelles opportunités économiques, dont l'objet est le retour vers les individus, vers les membres du mouvement, et de mettre ces derniers au cœur, au centre même de la réflexion, par le biais, par exemple, de la finance sociale, de l'approvisionnement social, des bons impacts sociaux, par la vente de biens ou de services, et par justement les outils comme par exemple la mesure de l'impact social. Diverses façons ont émergé dans les 15 à 20 dernières années d'innover afin de croître et de faire croître un mouvement qui est unique en son genre. Fort des liens tissés avec nos différentes communautés, l'économie sociale est, à l'heure actuelle, en fait, a le vent dans les voiles. Et pourtant, bien qu'on est sur une lancée, il y a de nombreux défis qui se dressent devant nous. Et toute la question revient alors, comment concilier ces défis en tant que tels aux multiples opportunités qui se présentent et ne pas répéter certaines des erreurs qui ont été faites par le passé, afin de développer un écosystème entrepreneurial et communautaire qui soit à la hauteur de nos espérances. Et finalement, une des questions de l'heure, c'est comment s'assurer que l'Ontario français soit prospère, viable et durable, tant sur le plan économique en tant que tel que sur les plans financiers, culturels, environnementaux et sociaux, tout en atteignant ou en espérant atteindre un degré d'autonomie face aux instances décisionnelles. Alors, toutes ces questions, tous ces questionnements, bien, en fait, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et plus particulièrement la question de l'autonomisation financière des OSBL, c'est le sujet que nous aimerions aborder. Alors, pour en discuter, nous avons réuni un beau petit panel de discussion ici, comme vous voyez à l'écran, qui est des plus intéressants. Chaque intervenant fournira son point de vue unique et des pistes de réflexion intéressantes.
Dans les prochains mois, également, pour ceux et celles qui s'intéressent à nos diffusions en direct comme ce soir, on va continuer ces conversations à travers tout l'Ontario. Donc, j'encourage déjà ceux et celles qui nous suivent de garder en tête qu'au courant de l'été, on va faire une série d'interventions et la prochaine aura des fortes chances de se diriger vers Kingston environ. Donc, gardez un œil sur les médias sociaux pour justement voir l'annonce de la prochaine nocturne. Et également, on souhaite pouvoir faire ces diffusions partout à travers non seulement l'Est, mais également vers le centre-sud-ouest, vers la région de Toronto, les régions de Sudbury, dans le nord. Donc, on a des plans pour justement continuer ces web diffusions. Avant de débuter officiellement notre présentation de la soirée, notre discussion, j'aimerais prendre quelques instants afin de souligner la participation de l'une de nos panélistes ici à notre programme Entreprise sociale Ontario, qui est en fait un programme qui inclut des composantes pour le financement, le renforcement de capacité et l'accompagnement pour justement les entreprises sociales. En cela, le programme facilite le développement des entreprises collectives de la province qui peuvent bénéficier à la fois d'une portion prêt et d'une portion subvention. Avec nos partenaires qui sont la Fédération des caisses Desjardins de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario, le CCO est heureux de proposer son aide aux différentes entreprises collectives désireuses de trouver des sources de financement pour leurs projets. Et c'est la toute fin du programme, donc on aimerait souligner justement tous ceux qui ont participé à l'occasion. Merci beaucoup de votre participation au programme. Ça a été 5 années fantastiques et justement, le programme tire à sa fin. Donc, tous ceux et celles qui ont participé au programme, merci beaucoup et on espère pouvoir vous annoncer quelque chose de nouveau prochainement. Donc, je crois que j'ai assez parlé pour le moment. Je vais laisser peut-être un peu la parole bientôt à mes panélistes. Mais d'abord, pour débuter la conversation, j'aimerais tout d'abord les présenter. Donc, je vais aller m'asseoir quelques instants. Et je vais commencer à ma gauche ici. Merci beaucoup, ça va toujours mieux avec un micro. Donc, j'aimerais vous présenter Mme Chantal Nadeau, directrice générale de la nouvelle scène Gilles Desjardins, ici à Ottawa, chef de file pour la francophonie ontarienne, femme d'affaires, infographiste, consultante en marketing et en gouvernance, gestionnaire de projets touristiques et patrimoniaux, promotrice du développement économique de l'Ontario français et des bénévoles. Elle a assuré la direction de plusieurs organismes francophones, dont Radio CINN-FM, la Société d'histoire et de généalogie, le Réseau des organismes du patrimoine franco-ontarien, Tourisme Prescott Russell, l'ACFO d'Ottawa, l'Alliance des producteurs francophones du Canada et, bien évidemment, la nouvelle scène Gilles Desjardins. Tout à la fois en siégeant à de nombreux conseils d'administration, dont le Musée au Parc Vanier, Unique FM, l'Écho de la Nation et le Centre Espoir Sophie. Tout un parcours. Donc, je vais vous laisser peut-être quelques minutes pour présenter en bref votre organisme. Merci pour la belle présentation. La nouvelle scène Gilles Desjardins, c'est un organisme à but non lucratif et aussi un organisme de charité. On est situé au 333 King Edward. C'est 7 personnes à temps plein qui travaillent fort. C'est un conseil d'administration de 10 personnes qui travaillent tout aussi fort. Nous sommes le centre francophone de production et de diffusion du théâtre professionnel de nos 4 compagnies fondatrices et résidentes. Donc, je vais les nommer. On a le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la compagnie Vox Théâtre et le Théâtre La Catapulte. C'est un peu ce qui englobe la nouvelle scène. Nous avons notre façon particulière de faire rayonner la francophonie par la culture et les arts. Donc, on est quand même assez unique parce qu'on est un théâtre, un centre francophone à Ottawa, donc c'est fait par et pour. Donc, ça se résume à ça. Je vais vous en dire plus long un petit peu plus tard. Parfait, merci beaucoup. Également, j'aimerais présenter Mme Aja Bessler à la direction générale de l'ACFO d'Ottawa. Originaire d'Edmonton, Aja est diplômée de l'Université d'Ottawa et ancienne de l'École secondaire franco-jeunesse à Sarnia. Passionnée par la francophonie, la justice sociale, les arts, la culture, Aja a été employée de plusieurs organismes franco-ontariens et a siégé sur plusieurs conseils d'administration,
Installé à Ottawa depuis maintenant une douzaine d'années, EJA est à la direction générale de l'ACFO d'Ottawa depuis 2017. Alors, voudrais-tu nous dire quelques mots justement sur l'ACFO d'Ottawa? Avec plaisir. Donc, l'ACFO d'Ottawa, c'est l'Association des communautés francophones d'Ottawa. C'est un peu l'organisme porte-parole de la francophonie dans la municipalité d'Ottawa. Et notre mission, c'est justement de faire rayonner cette francophonie-là, mais aussi d'assurer que les droits linguistiques pour les francophones et francophiles sont respectés dans la ville. Puis on a une variété d'événements puis de projets, puis aussi on a un rôle de concertation, puis de vraiment travailler avec l'ensemble des groupes francophones qui œuvrent dans le territoire. Donc, un organisme qui travaille beaucoup en partenariat avec les autres organismes francophones. Donc, merci beaucoup. Et en dernier, mais non pas le moindre, M. Marcel Morin, à la direction générale de la Maison de la francophonie de l'Ouest d'Ottawa. Œuvrant dans le domaine de l'éducation depuis plus de 26 ans, dont 16 ans à la direction d'école, Marcel Morin est un fier francophone du nord de l'Ontario. Comme à la direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa, il considère que son premier mandat est celui d'agent culturel, participant à la promotion de la langue française et à la culture franco-ontarienne. Dramaturge, musicien et artiste visuel, Marcel fusionne sa passion artistique à son savoir pour offrir à ses collègues des expériences d'apprentissage authentiques et pratiques. Donc, pour les personnes qui nous écoutent à partir de la maison ou au travail, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre organisme? Parfait. Alors, merci et bonsoir à vous tous. Alors, la Maison de la francophonie d'Ottawa sera une toiture francophone dans l'ouest d'Ottawa. Donc, gérée par la coopérative multiservice francophone de l'ouest d'Ottawa. La maison sera toute nouvelle à partir de cet automne et ce sera vraiment un carrefour communautaire multiservice francophone. Donc, c'est vraiment de multiples services sous un toit francophone pour être capable de desservir les francophones, les francophiles et les franco-curieux-curieuses. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui se joignent à nous en ce moment à la conversation, on va débuter une série de questions d'introduction. Comme vous le voyez à l'écran, s'affichent les 3 logos des organismes. Et si vous êtes curieux, justement, je vous invite à aller sur leur site web respectif ou à visiter leurs médias sociaux. Donc, on va commencer avec une petite question légère, un peu vraiment, là, juste pour setter le mood un peu. Puis la question s'adresse à tout le panel. Quelle est l'importance du secteur des OBNL pour les francophones de l'Ontario? Petite question, question légère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer? Je vais juste passer le micro. Puis... Alors, de toute évidence, le secteur des organismes à but non lucratif devient très important parce que l'on gère des causes sociales. Lorsqu'on parle de causes sociales, c'est que on n'est pas en entreprise nécessairement pour venir faire de l'argent. On est beaucoup plus en entreprise pour être capable d'appuyer, d'offrir des services et de donner un appui à notre structure francophone. La réalité au niveau du fait français en Ontario et surtout la francophonie renouvelée en Ontario fait que c'est une grande cause sociale où on doit donner beaucoup d'appui au niveau de sa structure. Que ce soit dans un contexte culturel, linguistique ou dans un contexte, dans un milieu d'affaires, l'importance vient de vouloir faire vivre cette francophonie-là et de toute évidence la faire rayonner à une grande échelle. Les organismes à but non lucratif peuvent aider facilement à aller chercher cet appui-là pour les francophones. Oui, le secteur à but non lucratif, c'est un des piliers principaux de la communauté francophone qui assure la pérennité de cette communauté-là. Et l'affaire, c'est que les organismes à but non lucratif travaillent dans l'ensemble des secteurs. Donc, tu sais, que ce soit les arts et la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit immigration, jeunesse, aînés, etc. On trouve des organismes qui sont en train d'œuvrer dans tous ces secteurs-là, qui assurent et répondent aux besoins de ces communautés-là, qui font de la représentation pour être la voix des francophones, puis d'identifier les besoins, puis trouver des façons de répondre aux lacunes. Donc, c'est vraiment grâce au secteur que c'est un peu
ça aide à vraiment tisser toute la communauté, puis de rassembler la communauté, puis faire vivre cette francophonie-là. Oui, puis j'ajouterais aussi de par le modèle de financement qui va avec les organismes à but non lucratif, ça nous permet justement de faire beaucoup plus parce que si on était lucratif, peut-être qu'on ne pourrait pas s'impliquer socialement comme on le fait nonobstant la cause. Donc, c'est important d'avoir des organismes à but non lucratif justement pour nous donner cette place-là puis les ressources que l'on n'aurait pas si ce n'était pas à but non lucratif. Excellent, merci beaucoup. On pourrait peut-être enclencher avec une question un peu connexe. Donc, quand on parle de l'importance du secteur, on peut parler également de l'autonomisation, l'indépendance financière des OBNL. Est-ce qu'on doit miser davantage sur cette autonomisation-là ou est-ce que justement on doit garder un lien de proximité avec les instances décisionnelles, avec le gouvernement, qui sont justement des bailleurs de fonds et qui soutiennent le milieu? Donc il y a tout un dilemme par rapport à l'autonomisation versus le lien de proximité. Puis j'aurais aimé avoir votre opinion sur le sujet. Oui? Je pense que les deux sont importants. Oui, c'est important de se tenir à proximité avec les instances gouvernementales, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus être totalement dépendant. De là l'importance d'aller se chercher une diversification de revenus pour justement assurer plus d'autonomisation financière. Parce que si jamais les gouvernements qui ont de l'argent pour nous en ont moins, ben là, c'est tout. On devient fragilisé, non seulement financièrement, mais socialement aussi, de par nos causes sociales. Donc, je te dirais que les deux sont très importants si on peut le faire parallèlement, de toujours se tenir à proximité, de suivre, d'essayer même d'influencer, de par les feuilles de route qui sont présentées, les différents paliers gouvernementaux, mais aussi justement de continuer à se faire une autonomie financière justement pour la survie. Oui, je pense vraiment la partie clé, c'est que tu as mentionné, c'est la diversification des sources de revenus. Puis ça va des deux côtés, je pense. Quand on mise trop sur les subventions ou les subventions qui viennent d'une source, bien là, les organismes sont vraiment vulnérables quand tout à coup il y a des changements de priorités politiques ou quelque chose comme ça. Donc, et même chose si du secteur privé, bien, on se mise trop sur une source de revenus ou un public cible ou quelque chose comme ça, bien là, les démographies changent et tout ça. Donc, il faut vraiment, c'est ça, la diversification, c'est ça qui permet une meilleure stabilité aux organismes. Ça permet aux organismes de survivre les vagues, puis les différentes tendances, puis de pouvoir, c'est ça, être plus stable. Puis aussi, justement, au niveau des employés, des équipes, la stabilité au sein des organismes peut être vraiment important parce que souvent dans le secteur non lucratif, il y a une certaine précarité des emplois. On voit comme il y a des salaires qui sont peut-être pas aussi élevés que dans d'autres milieux. Puis aussi, il n'y a pas nécessairement des garanties parce que justement, il y a des sources de revenus, des subventions. On est toujours en attente de confirmation, de demande de subvention et tout ça. Donc, de pouvoir avoir des variétés de sources de financement, ça fait en sorte qu'on peut avoir une meilleure stabilité puis offrir des emplois plus stables à nos employés, à nos équipes, qui sont vraiment ça qui fait bouger les organismes. On est tellement dépendants de nos ressources humaines pour réaliser nos missions. Je suis d'accord. De toute évidence, la diversification est probablement le mot-clé. Idéalement, de toute évidence, je pense qu'on cherche à être autonome financièrement. Chaque organisme préférerait probablement être autonome parce que cette réalité-là ne te donne pas une impression d'être obligé de dépendre des autres pour être capable de demeurer fonctionnel. Lorsqu'on parle de salaire, lorsqu'on parle de projet, lorsqu'on parle de différentes réalités, si on est autonome financièrement, la réalité, c'est qu'on peut s'auto-subventionner nous-mêmes année après année. Mais de toute évidence, dans une situation francophone, en Ontario, on veut certainement avoir l'appui de nos autres collaborateurs, donc nos autres bailleurs de fonds,
parce que cette institution-là fait en soi qu'on peut demeurer beaucoup plus fort au niveau de nos structures lorsque différentes réalités entrent en jeu à l'intérieur de nos différents organismes. Donc, la diversification, certainement, mais l'autofinancement, autant du côté personnel que professionnel, je pense que c'est qu'est-ce que nous, on recherche tous. Excellent, merci. 3 bons points de vue qui se complémentent, je pense, les uns par rapport aux autres. On peut peut-être sauter à la prochaine question à l'écran, qui est un bon moment pour prendre des questions de l'auditoire, en fait. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, si jamais vous voulez poser des questions en direct, vous pouvez le faire à travers notre plateforme Facebook. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, je veux dire en studio, entre guillemets, j'aimerais savoir s'il y a des questions des personnes dans la salle en ce moment. Sinon, on va peut-être sauter directement aux questions des personnes qui nous écoutent en direct. On n'a pas de questions, mais on a une trentaine de personnes qui nous ont joints sur Facebook. Fait que merci beaucoup. Mais on a des fans de Asia, pour une raison ou une autre, qui écrivent juste Asia dans les commentaires. Puis il y a des gens qui félicitent l'initiative de faire le Facebook Live. Mais s'il y a des questions ici, gênez-vous pas à lever la main, puis on va prendre les questions. Sinon, il y aura d'autres moments durant la soirée pour poser amplement de questions. Donc, à ce moment-là, on va peut-être sauter aux questions qui sont un peu plus ciblées vers certains organismes en particulier, puis je vais commencer justement avec vous. Comment est-ce que, parce que là on est dans un contexte particulier en ce moment, on est à l'ère d'un gouvernement qui est en phase de coupure énormément, qui, on ne se gênera pas de le dire, coupe massivement dans certains programmes qui sont des fondements pour la communauté francophone. Et votre organisme a justement subi une coupure de financement. Donc, comment est-ce que vous vous adaptez et quelle a été votre réaction par rapport à la chose? Je vais commencer par la réaction. C'est sûr qu'on était terriblement déçus parce que ça faisait pas longtemps qu'on s'était fait dire « OK, c'est correct, on va pallier à ce manque-là ». Donc, ça a été de la déception, mais que veux-tu? On doit continuer, ça revient un petit peu à tantôt là, de diversifier nos financements. C'est là qu'on réalise qu'on est très fragile, comment on peut être dépendant en tant qu'au BNL des gouvernements. Comment on s'adapte? Présentement, on est à refaire le plan d'affaires justement pour refléter cette réalité-là, qui est d'aller chercher un 3 millions de plus. L'opérationnel de la nouvelle scène va très bien. C'est un endroit qui est vibrant, qui est rempli, qui a des gens toujours, donc ça va bien. C'est que nous, on regarde le long terme parce que ce qu'on doit redonner pour payer ce 3 millions-là, on pourrait le réinvestir dans notre programmation, ce qu'on ne pourra pas faire tant que ça ne sera pas réglé. Donc, c'est un peu ça. On travaille avec toutes les instances gouvernementales, que ce soit fédérale, provinciale, municipale, pour justement trouver des solutions, d'aller chercher cet argent-là. C'est un peu où on en est. On a fait un plan stratégique quinquennal qui s'est terminé pas longtemps avant, après l'annonce des coupures. Donc, on a pu justement ajuster nos axes et puis s'assurer que ce soit reflété. Donc, on en est là. On va continuer avec ce qu'on fait pour nos collectes de fonds et puis tout. Donc, c'est un peu ça. Mais ça revient à ce qu'on disait, comment on peut être fragile pour justement ça, parce qu'en plus de présenter des spectacles, c'est de l'art vivant, on a quand même une raison sociale, puis c'est là où ça blesse aussi. Non, c'est pas seulement de l'argent, des salaires, mais c'est un endroit important pour sa communauté qui risque de, à long terme, moins bien réussir dû au manque d'argent. Peut-être une question connexe, justement, par rapport à la question qui vient d'être posée. On parle souvent d'adaptation. Un autre terme qui me vient en tête, c'est la question de la précarité. De toujours, ou du moins d'essayer de ne pas toujours dépendre de l'État en tant que tel ou de la province. Parce qu'il y a plusieurs paliers gouvernementaux qui sont dans des situations différentes. Le gouvernement fédéral a justement une vision légèrement différente
du palier provincial. Alors, c'est quoi la position de la Nouvelle-Scène dans cet état de précarité-là, puis comment vous pouvez développer des stratégies qui sont innovantes envers soit l'État ou la province? C'était pas sur ma feuille, ça. Ben, comme je te dis, nous, on est justement à regarder des solutions. Si on était ici dans un mois, j'aurais toutes les réponses parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a des rencontres avec les gouvernements fédéraux, les différents ministères, justement, pour qu'on puisse voir. Eux nous offrent les possibilités. Donc, nous, on l'ajuste dans le plan d'affaires. Ça me ferait plaisir, par contre, quand le plan d'affaires va être fait, de faire un suivi avec vous parce que c'est très intéressant comme exercice, parce qu'on se doit de le faire. Puis là, on retire tous les œufs qui avaient été mis dans un panier pour justement les diviser à plusieurs endroits. Puis ça va être une collaboration là, de tous les paliers gouvernementaux pour cette solution-là. Dernière petite question pour rajouter à la chose. Vous avez 4 compagnies de théâtre. Donc, ça fait une dynamique très, très, très intéressante. Puis, en ce sens, est-ce que vous vous considérez comme un hub d'innovation sociale? Parce que toutes les compagnies de théâtre doivent justement travailler ensemble, utiliser les salles. Ça doit être super intéressant en termes de gouvernance, en termes de structure. Donc, est-ce que vous vous considérez comme justement un tel hub? Mais surtout que là, pour la prochaine programmation, ce sont nos 4 compagnies fondatrices et résidentes qui s'occupent de la programmation, qui la bâtissent de A à Z. Donc, comme je disais, c'est vibrant, il y a toujours de l'activité, on s'entraide. C'est un bel endroit. Des fois, parce qu'eux ont leurs bureaux respectifs. Par contre, quand ils viennent, soit en répète, ou même des fois, ils viennent juste faire des groupes de travail en bas dans notre bistrot, donc ça met de la vie. Donc, c'est une très belle dynamique. Ils sont très bien placés pour assurer la programmation entre eux 4. Donc, il y a un partage d'idées. Donc, moi, je trouve ça formidable. Et puis, avec les années, ça serait vraiment plaisant d'ajouter d'autres compagnies résidentes, justement, pour ajouter à ça afin de remplir le calendrier, là, même qui est quand même déjà plein, mais d'en mettre encore plus. Donc, c'est un hub. Vraiment, là, je vous invite, venez voir ça. C'est super le fun. Tu as volé justement l'invitation que j'allais lancer à l'auditoire. Si jamais vous connaissez une compagnie de théâtre, vous savez maintenant qui contacter. On va peut-être prendre un deuxième appel pour ceux et celles qui nous écoutent en ligne. Si jamais vous avez des questions, des commentaires que vous aimeriez partager, mon collègue Dénic a justement des interventions qu'il aimerait mentionner pour le public qui nous écoute en direct. Oui, je vais commencer en ligne, ensuite on va prendre des questions de l'audience. Ça s'adresse à tout le monde, c'est vraiment sur le thème de la soirée. Donc on a 2 questions. La première, c'est est-ce que développer des projets financés par le gouvernement qui a pour but de devenir viable financièrement permet de maximiser les chances d'avoir des fonds? Donc, une question sur la maximisation des fonds. Qui aimerait répondre à cette question-là? Ah, OK. Mais je pense que c'est une des choses que les bailleurs de fonds peuvent regarder. C'est quoi la pérennité de ce projet-là? Est-ce que vous êtes en train de bâtir, de créer le projet pour que vous bâtissiez des legs, pour que le projet puisse perdurer plus longtemps, comme après la première année ou 2 de financement? Mais c'est pas la seule chose qu'ils regardent. Je pense aussi qu'il faut s'assurer que ton projet s'enligne avec les priorités du fonds, puis du bailleur de fonds, puis comment est-ce que tu vas atteindre les objectifs et tout ça. Mais je pense justement de regarder le après, puis comment tu vas, c'est quoi les legs à long terme du projet, c'est certainement une chose que les bailleurs de fonds peuvent regarder, puis qui peut influencer la demande de projet. Puis je vais aussi poser la prochaine question. Donc ça vient de Jean Petithomme qui va dans le cœur de la thème de la soirée directement avec sa question, qui demande quelle stratégie pouvant permettre à des OBNL de devenir autonomes financièrement. Donc, est-ce que vos OBNL ont des stratégies pour devenir financièrement autonomes? Je pense que c'est sa question. Donc, une question de stratégie. Qui aimerait y répondre? J'ai comme l'impression que je vais répondre à cette question. Ah oui, encore? J'ai l'impression que je vais en parler, mais ça peut parler des questions. Quand tu veux, ensuite, je vais
la grande structure dans n'importe quelle approche, c'est de toujours bien se préparer un plan d'affaires. Puis je pense que mesdames seraient d'accord avec moi. Le plan d'affaires va te donner la chance de gérer tes défis, tes grandes forces, mais avant tout ton processus au niveau de l'autonomisation financière. C'est-à-dire quel genre d'activité peut être assuré à l'intérieur de ta structure pour être capable de mettre en place ton enjeu selon tes objectifs et selon tes priorités et selon ta cause sociale également. Donc, il y a une réalité très importante au niveau d'une planification stratégique, une réalité très importante au niveau du plan d'affaires, où tous les deux, par la suite, peuvent venir appuyer un bailleur de fonds. Parce que le bailleur de fonds peut par la suite regarder, voir si vous êtes assez structuré et si vous avez assez bien organisé votre cheminement pour avoir une pérennité à l'intérieur de vos différentes activités et de toute évidence au niveau de votre financement également. Parfait, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions du côté de l'auditoire en personne, on peut peut-être passer à la prochaine ronde de questions qui s'adresse maintenant plus spécifiquement à l'ACFO d'Ottawa. Donc la question va comme suit. Et Jeff, comment est-ce que l'ACFO d'Ottawa a remonté la pente côté financier? Alors ça, je pense que ça va être très intéressant. Oui, donc l'année passée, c'était une première année où on a terminé avec un surplus budgétaire après quelques années déficitaires. Puis là, si on regarde l'année financière qui, pour nous, termine le 31 mars, donc dans quelques jours, bien, on voit déjà au niveau du chiffre d'affaires qu'on a une augmentation d'environ 40%, donc quand même assez grand. Puis c'est le mot-clé de la soirée, mais c'est la diversification des revenus. Donc, on a regardé oui, ce qu'on faisait avant, puis qu'est-ce qui fonctionnait, puis on est allé chercher une grande variété de sources de revenus différents. On est allé appliquer, puis de faire des demandes de subventions chez beaucoup de bailleurs de fonds différents. Donc, des fois, c'est des petits bouts ici puis là. Pour nous, versus d'autres organismes semblants ailleurs en province, nous, on a quand même des fonds qui sont autogénérés. C'est environ 50% subvention, 40 à 50% subvention, 50% de revenus autogénérés. Donc, ça nous donne une certaine stabilité financière que d'autres organismes n'ont pas. Nous, on n'a pas de financement provincial, puis on n'en a pas depuis quelques années. Donc, il n'y a pas d'argent que le gouvernement provincial pouvait nous en enlever parce qu'on n'en recevait pas. Donc, ça nous a permis, je pense, de pouvoir bien jouer le rôle de porte-parole dans le cadre de la résistance parce que, justement, nous, on n'avait pas besoin de s'inquiéter de critiquer un bailleur de fonds parce qu'on ne recevait pas d'argent provincial. Donc, on pouvait vraiment jouer ce rôle de porte-parole pour les autres organismes qui étaient peut-être dans des positions précaires ou qui ne sentaient pas autant qu'ils pouvaient prendre parole. Donc, c'est ça, je pense, c'est aussi de regarder, une des activités qu'on a faites qui a vraiment aidé à mon travail comme directeur général, c'est que avec mon conseil d'administration, on a fait une rencontre stratégique, justement, parce que notre plan stratégique arrivait à son cheminement, puis qu'il y avait beaucoup de roulements au sein de l'équipe depuis que le plan avait été entamé. Donc, nous, on a fait une rencontre stratégique pour vraiment regarder notre mission, mais aussi les résultats des consultations, comme par exemple les États généraux de la francophonie d'Ottawa et tout ça. Puis on a regardé quel type d'activité de la Cour d'Ottawa devrait être en train de faire, ou comment est-ce qu'on pourrait rejoindre notre mission. Puis je pense que ces différents outils-là, ça a permis, moi, ensuite, de regarder les différentes formes, les subventions qui existent, etc., les différents types de projets, puis là, de dire, ah oui, ça, c'est quelque chose que mon conseil d'administration dit serait une bonne direction pour l'organisme, une bonne façon de rejoindre notre mission. Parce que quand même, quand on s'entend que notre mission, elle est très large, là, mais de valoriser la francophonie à Ottawa, puis d'assurer, ça peut toucher toutes sortes de secteurs différents. Donc, ça a permis des projets qui sont comme notre projet de Muralité, où là, qui est financé par le Patrimoine Canada, mais on fait une série murales partout à travers la ville, dont une qui sera hébergée à la Maison de la francophonie.
puis travailler avec les artistes puis la communauté. Donc ça, c'est un type de projet qui est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, travailler avec les arts visuels de ce milieu-là. Puis aussi, des fois, là, on a parti un nouveau projet qui est entièrement autofinancé, mais qui est une ligue sportive de ballon chasseur. Les gens viennent jouer au sport en français, façon d'assurer la vie active puis le réseautage. Donc, tu sais, différents types comme ça de projets. Donc, moi, ça me donne toutes sortes d'idées puis d'outils puis de façons de réaliser. Mais c'est ça, c'est vraiment cette planification, cette rencontre stratégique avec les dirigeants qui m'a donné toutes sortes de pistes d'idées qui sont maintenant en train d'être réalisées. Parfait, merci beaucoup. Dans ce cas-là, on peut peut-être passer à la prochaine question qui emboîte un peu justement à ce qui a été mentionné côté autonomisation. Vous avez un magasin en ligne, plus précisément celui de la vente d'articles franco-ontariens. Ça vous permet d'assurer justement une certaine forme d'autonomie parce que, bon, le mouvement de la résistance est en branle en ce moment, donc tout le monde se jette vers des articles franco-ontariens. Puis, comment est-ce que ce magasin vous permet justement d'atteindre cette forme d'autonomisation? Oui, donc notre magasin en ligne, entre autres, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup dans la dernière année, grâce, entre autres, à l'appui qu'on a eu avec le Conseil de coopération de l'Ontario et le programme Entreprise sociale d'Ontario. Nous, notre projet, c'était vraiment retravailler le magasin. Donc, on a refait tout le site Internet pour que ça soit vraiment un magasin e-commerce à l'affût des tendances. Puis, notre magasin en ligne, c'est des drapeaux franco-ontariens, c'est des épinglettes, c'est toutes sortes d'items pour que les gens puissent afficher leur francophonie. Donc, elle a vraiment deux objectifs différents. La première, c'est d'augmenter la visibilité de la francophonie. Donc, justement, que les gens puissent afficher leur francophonie. Pour nous, ça vient connecter directement à notre mission. Donc, de rendre ces produits-là disponibles puis d'augmenter la visibilité. Puis là, c'est que ce sont des revenus autogénérés. Donc, c'est une source de revenus que la Cour d'Ottawa a. Et l'argent, les profits qu'on a qui viennent de la vente de magasins ne sont pas rattachés à toutes sortes de contraintes ou d'objectifs de barre de fonds parce que c'est des revenus qui nous sont propres. Donc, c'est des revenus qu'on peut utiliser, entre autres, pour notre travail politique, par exemple, qui n'est pas du tout financé par le gouvernement, mais toute cette revendication politique-là, c'est le fait d'avoir des sources de revenus comme le magasin pour ça. Donc, oui, puis dans le cadre de la résistance. Mais en fait, ça tombe bien parce que là, on a eu la chance de refaire tout le magasin en ligne avant que la résistance commence. Donc, du côté interne, dans la boîte, on avait des structures en place, puis les meilleurs mécanismes de gestion de commandes, gestion d'inventaire en ligne et tout ça, qui étaient en place avant le 15 novembre. Et on est vraiment chanceux parce que le nombre de commandes qu'on a reçues de la part d'individus était exceptionnellement haut. Entre le 15 novembre puis décembre, on a vendu quasiment autant que l'année passée en entier. Ça fait en sorte et aussi le changement de magasin en ligne et tout ça, ça fait en sorte que cette année, on a vendu presque le double d'articles promotionnels que l'année passée. Donc, c'était d'avoir pris le temps de vraiment organiser ces choses-là, puis d'avoir une infrastructure, puis des outils de gestion qui sont plus automatisés, puis qui réduisent le montant de ressources humaines que ça prend pour gérer le magasin. On était vraiment chanceux d'avoir tout ça en place parce que le magasin a vraiment pris un grand coup d'envoi dans le cadre de la résistance. Et je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui nous écoutent à la maison qui veulent aller visiter justement le site de la Cour d'Ottawa. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller sur leur site, l'adresse c'est acfoottawa.ca. Puis si vous voulez spécifiquement la boutique pour acheter un article franco-ontarien, bien là c'est acfoottawa.ca/boutique. Parfait. Donc, on va peut-être enclencher sur une dernière question. Quels sont les effets du mouvement de la résistance? Parce qu'on en a parlé un peu indirectement. Et du projet Ottawa bilingue sur les activités de la Cour d'Ottawa. C'est un grand projet, ça. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu davantage?
Oui, mais le mouvement Ottawa bilingue, c'est justement un mouvement pour reconnaître officiellement le caractère bilingue de la ville d'Ottawa, puis que justement notre capitale nationale soit une ville bilingue. Puis je pense que dans les dernières années, c'est une des causes politiques où la Cour d'Ottawa, on était vraiment plus visible. Donc, même en 2017, on a organisé une manifestation, puis on avait 1000 personnes dans les rues pour Ottawa bilingue, parce qu'on voulait que la ville soit officiellement reconnue. Donc, c'est des années de travail politique, puis de mobilisation et tout ça. Puis je pense que ça a permis aux gens de commencer à apprendre à connaître ou reconnaître la Cour d'Ottawa, parce que l'organisme existe depuis très longtemps, mais n'a pas toujours été aussi active ou aussi présente dans les médias. Donc, Ottawa bilingue, c'est une cause politique qui a comme remis le spotlight sur la Cour d'Ottawa. On a sorti les gens dans les rues, a travaillé avec d'autres organismes et tout ça. Et on a eu des résultats puisqu'en décembre 2017, le gouvernement provincial a passé un projet de loi qui reconnaît le caractère officiel de la ville d'Ottawa. Puis je pense, pour nous, comme organisme, ça a beaucoup aidé d'avoir ce mouvement politique-là, d'avoir commencé les efforts de mobilisation et tout ça. On était beaucoup plus outillés à l'interne quand la résistance est arrivée, parce que nous, on avait organisé dans la dernière année une manifestation, donc on était un petit peu plus préparés, mais peut-être pas, on ne s'attendait pas nécessairement d'avoir 5000 personnes le 1er décembre à Ottawa pour la manifestation dans le cadre de la résistance, mais d'avoir ça nous a donné la chance de pratiquer puis de rappeler au monde que la Cour d'Ottawa, on est un organisme de revendication, de mobilisation, puis que les gens ils savent qu'on est là pour ce genre de travail-là, puis de protéger les droits des francophones de la ville et de la province. Excellent, merci beaucoup. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison ou au travail, si vous êtes encore là, vous êtes sur la page du Conseil de la coopération de l'Ontario et on fait un Facebook en direct. On pourrait peut-être passer maintenant, si jamais il y a des questions de la part de ceux et celles qui nous écoutent, on pourrait peut-être cette fois-ci commencer avec ceux qui nous écoutent en personne. Oui. Alors, ma question, c'est pour vous trois. Ça serait, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus grand risque pour la survie de la francophonie en ce moment? Je vais répéter la question pour que les gens à la maison nous entendent. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand risque présentement pour la francophonie en Ontario selon les membres du panel? Question d'analyse de risque. Qui veut s'y lancer? Oui. Je pense que si les gens arrêtent de travailler ensemble, de continuer à travailler pour la francophonie, c'est un risque. Parce que des fois, plus c'est difficile, on peut baisser les bras. Donc, je pense qu'on en a vécu beaucoup en tant que francophone depuis les années, des hauts et des bas. Et puis, ce qui fait qu'on passe au travers, c'est qu'on se tient ensemble. Donc, le risque, ce serait de perdre le nombre de francophones, de francophiles et même des franco-curieuses parce qu'on a des alliés. Donc, selon moi, c'est au-delà du risque financier. C'est à nous, là, en tant que société, de continuer à travailler ensemble. Et je pense certainement le risque financier puis les coupures de subventions puis projets, c'est certainement quelque chose. Moi, je vois comme des beaux projets qui existent depuis longtemps, qui soudainement, le financement est pas renouvelé. Puis je trouve qu'on a une perte de legs. Donc, tu sais, il y a des activités qui fonctionnent, qui existent depuis longtemps, que la communauté a pris de ses leçons, puis les a perfectionnées, puis a bâti sur ces connaissances-là. Puis là, quand on voit ces activités-là disparaître, bien, on est en train de perdre des parties composantes, puis comme des composantes importantes de notre culture, de la communauté, de la société. Puis je pense qu'on est en train de perdre le travail qui a été fait, le travail de génération de gens qui ont bâti ces événements, ces projets-là. Donc, tu sais, beaucoup de ces travaux, ça fait des gros projets, des gros événements, puis des institutions, mais ça fait longtemps, tu sais, même la construction de la nouvelle scène, c'est un projet, c'est beaucoup de gens qui ont investi beaucoup de temps. Donc, tu sais, quand on voit des coupures, c'est le travail de beaucoup de personnes qui
qui est perdu. Donc, pour moi, je ne voudrais pas voir une perte de legs à cause de ces coupures de financement-là. Moi, je le vois beaucoup au niveau de la collaboration. On ne veut pas perdre cette collaboration-là. Le fait français existe en Ontario parce qu'on a une définition très large de ce qu'est français. On parlait de francophone, francophile, franco-curieux, franco-curieuse, la francophonie renouvelée. On peut lui donner tout genre de nom. Le fait, c'est de se tenir ensemble et de travailler ensemble. Donc, la collaboration est probablement le contexte clé. Donc, de travailler ensemble plutôt que de compétitionner l'un et l'autre ensemble pour être capable d'arriver à faire avancer le fait français en Ontario. Probablement un grand avantage. Merci pour la question du membre de l'auditoire. On a aussi une question en ligne. Et tu es vraiment populaire ce soir sur les médias sociaux. Puis la question est la suivante. Où en est le projet Ottawa bilingue? Tu en as déjà fait référence. Puis la question, c'est est-ce que la reconnaissance est assez? Je ne suis pas encore servi en français dans les entreprises à Ottawa. Donc, très bonne question, en fait. Dans les entreprises, dans certains organismes, le fait de se servir en français, donc de faire du travail proactif en la matière. Et déjà, je te laisse le micro. Mais l'étape de faire la reconnaissance officielle du bilinguisme, c'était une étape du projet Ottawa bilingue. Puis c'est une étape importante qui a pris des années de travail pour accomplir, mais c'est certain qu'il y a encore du travail à faire pour que, justement, les services en français soient accessibles dans tous les secteurs, pas juste gouvernementaux, mais secteurs privés. La Cour d'Ottawa, on travaille avec différents partenaires. On a des projets qui s'en viennent. On l'espère, on croise les doigts, on travaille sur différents projets, mais entre autres, puis on a travaillé dans la dernière année avec des partenaires comme l'Assemblée de la francophonie dans le cadre de leur projet Bonjour Welcome. Mais je pense que les secteurs, les services en français de la part du secteur privé à Ottawa, c'est certainement une question qui inquiète beaucoup nos membres. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça. Entre autres, comme toute cette question de services actifs en français, parce que je pense souvent, des fois, il y a des personnes bilingues qui sont en mesure d'offrir les services, mais qui ne l'affichent pas ou qu'on ne le sait pas. Tu sais, donc, comment éduquer les entreprises par rapport à ce concept d'offre active de services en français. Ça, c'est beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là. La Cour d'Ottawa, on le sait, puis on travaille sur différentes stratégies, puis en partenariat avec différents groupes, justement, pour pouvoir augmenter l'offre active de services en français. Est-ce que c'est possible de faire un petit commentaire là-dessus? Oui, si c'est un court commentaire. C'est un court commentaire. En fait, j'aimerais dire que moi, mon nom c'est Yacoub Akondé, un bon ami à lui. Mais je voulais dire que ça y va de soi. La Cour d'Ottawa a fait son travail. C'était quoi? De mobiliser les gens à sortir pour dénoncer que le caractère bilingue de la ville n'était pas officialisé. Alors, moi qui vais comme citoyen canadien, je ne suis pas citoyen, mais comme francophone, je dois insister pour être servi en français. Ça y va de soi. Il ne faut pas venir dire bonjour, comme vous dites hello, et que vous passiez à hello. Bonjour, hello. Comment vous allez? Insister, demandez à être servi. Moi, je suis à Ottawa là, mais j'ai toujours été servi en français parce que quand tu continues à me parler anglais, je te demande, peux-tu me transférer à quelqu'un qui parle anglais ou est-ce que tu peux me parler français? Donc je pense que ça y va de soi. Il faut insister, il faut s'affirmer, il faut oser dire qu'on est francophone, qu'on veut être servi dans notre langue, qu'on veut ça. C'est pas juste aux organismes de le faire, ça dépend, c'est nous tous, on doit s'impliquer tous. Je pense que vous avez touché un très bon point quand ça vient à demander, requérir des services en français, parce que je suis sûr que certains entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment à travers notre web diffusion, puis qui songent à la question des parts de marché. Le marché francophone est quand même assez large en Ontario. Puis si on fait valoir qu'il faut du service en français, il faut absolument, c'est requis parce qu'on tient à notre place, à ce moment-là, ça ne devient plus seulement une question d'affirmation identitaire, ça devient également une question économique.
Parce que certaines entreprises vont pouvoir mieux desservir la communauté francophone, et donc c'est une situation qui devient gagnant-gagnant. Donc, encourager le fait français, c'est également encourager une diversité économique. Donc, c'est peut-être un avantage compétitif pour plusieurs qui nous écoutent en ce moment. Donc, c'est une question à réfléchir. On peut peut-être passer maintenant à la troisième vague de questions. Et là, je vais me diriger vers la Maison de la francophonie d'Ottawa, plus spécifiquement. Donc, petite question pour démarrer cette portion de la web diffusion. C'est comment s'est déroulé le processus pour obtenir un premier financement comme coopérative sans but lucratif? Parce que je pense que c'est un modèle très, très, très spécifique, puis ça serait bien qu'on en parle un peu. Alors, la réponse à cette question-là, c'est que nous sommes encore dans ce processus-là. Nous sommes à aller chercher ce premier financement-là. La première réalité où ça devient important, c'est qu'on est à gérer la planification stratégique, le plan d'affaires et à se faire connaître par les bailleurs de fonds. De toute évidence, lorsqu'on fait des premières demandes de subvention, l'argent, lorsqu'elle est donné dans un contexte de subvention, puis Eja et Chantal en ont parlé tantôt, la réalité, c'est qu'on veut être dans des situations où les projets vont survivre et que ce ne sera pas nécessairement un projet qui va exister une année et pas la deuxième. Donc souvent, on veut nous voir fonctionner pour quelques années, malheureusement, avant de recevoir un financement plus concret. Donc, à déterminer, à finaliser, à travailler avec beaucoup de patience. On a fait une dizaine de demandes de subventions, possiblement pour éventuellement en recevoir une, mais c'est le début du processus. Lorsqu'on aura passé à travers cette première étape-là et qu'on aura prouvé qu'on est capable d'avoir un bon plan d'affaires, une bonne structure au niveau de la planification stratégique et que les bailleurs de fonds peuvent avoir confiance dans notre structure, là, les choses vont certainement avancer d'une façon différente. Mais c'est une grande réalité à aller chercher. C'est très, très intéressant, tous ces premiers pas-là, parce que parfois, c'est un processus qui s'étend sur plusieurs années, puis ça peut épuiser certaines personnes, mais je pense que le truc, c'est de justement pas lâcher prise, puis de continuer, de persévérer. Ce qui m'amène un peu à parler de la prochaine question, parce qu'on a parlé de persévérance, justement, puis le modèle coopératif, c'est justement un modèle de persévérance. Pourquoi spécifiquement vous avez choisi coopérative à but non lucratif plutôt que d'être une OBNL? Donc, c'est deux modèles qui sont très, très, très liés, mais pourquoi vous avez spécifiquement choisi coopérative à but non lucratif? Alors, de toute évidence, je remets cette décision-là à nos anciens administrateurs qui travaillent déjà depuis 18 ans, donc félicitations à eux, qui ont opté d'aller vers une coopérative plutôt qu'une simple organisation. Et le grand but, c'est au niveau de la sélection de la membriété à l'intérieur de la coopérative. Une coopérative, pour qu'elle fonctionne bien, doit avoir des objectifs très précis, doit avoir sa mission, sa vision, ses principes directeurs, ses valeurs. Et de toute évidence, sa membriété doit se greffer à ces réalités-là. Et une coopérative a le droit de sélection de ses membres. Donc, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut devenir membre de cette coopérative-là, le CA doit en faire une évaluation et doit aller valider si vraiment cette personne-là est prête à rencontrer les objectifs, la mission, la vision, les principes directeurs, les valeurs. Et si jamais les choses ne fonctionnent pas, on peut même rejeter en cours de route cette membriété-là également. Donc, on a vraiment un grand contrôle sur qui est membre à l'intérieur d'une coopérative pour assurer le succès de la coopérative elle-même. Parfait, merci beaucoup. On pourrait peut-être enclencher la prochaine question. C'est vraiment intéressant là, que vous avez abordé justement le processus sélectif des membres. Ça fait en sorte que c'est des personnes qui s'insèrent dans un projet, qui sont engagées, qui sont dynamisées justement par la mission de la coopérative. Donc, j'ai l'impression
que c'est un avantage compétitif directement. Donc, vous êtes dans le processus de création de votre plan stratégique à l'heure actuelle et de votre plan d'affaires. Comment pensez-vous vous attaquer à la question de la viabilité, de la durabilité dans vos stratégies de financement? Comment vous abordez ces thématiques-là dans vos opérations de construction de la Maison de la francophonie? Toute question de viabilité et de durabilité doit se greffer directement à sa clientèle. De toute évidence, si on est pour offrir des services que personne ne va utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la réalité, c'est qu'on doit devenir très habile à bien connaître sa clientèle, à questionner, à sonder la clientèle pour savoir quel genre de service doit être offert. Et à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à parler de durabilité et c'est là qu'on peut commencer à parler de viabilité. Parce qu'une coopérative ne peut que demeurer fonctionnelle que si elle dessert sa clientèle et qu'elle assure une fidélisation de cette même clientèle-là. Et encore là, l'autonomisation financière vient au niveau de la fidélisation de la clientèle. Si ta clientèle revient année après année parce que le service que tu lui offres est un service durable et viable, c'est là que le tout fonctionne bien. Donc, cet enjeu-là devient extrêmement important dans sa structure au niveau du plan d'affaires et au niveau de la planification stratégique. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de la perspective de la fidélisation, la temporalité. Puis ça peut être quelque chose, une question qui fait débat dans les opérations parce que quand on change de projet à projet, des fois ça peut être une occasion de trouver des façons innovantes de faire des nouveaux projets pour justement fidéliser cette clientèle-là. C'est là que toute la question de l'innovation dans les projets émerge, j'ai l'impression. On peut peut-être prendre quelques questions de ceux qui nous écoutent en ligne en ce moment. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, vous écoutez la diffusion en direct des nocturnes du CCO. Et je vais demander à mon collègue derrière la caméra, Denis, de voir s'il y a des questions de la part de nos personnes qui nous écoutent. C'est vraiment drôle que tu parles d'innovation parce que c'est justement la question qui est posée à Marcel, une personne de Sudbury. Quelle est la vision de la Maison de la francophonie pour innover le modèle de guichet unique francophone, surtout pour une région comme l'ouest d'Ottawa? La question des guichets uniques francophones. Alors, la première étude de marché doit aller évaluer la clientèle. Et on reconnaît que le fait français dans l'ouest d'Ottawa n'est pas comme la même chose comme le fait français dans l'est d'Ottawa. La réalité, elle est beaucoup pluriculturelle, elle est très amalgamée au niveau de la diversification, qui fait que l'offre de services dans sa multiplicité doit justement être à ce niveau-là. Donc, le contexte de l'innovation, c'est de reconnaître qu'on peut encore, comme l'UNIFO, comme d'autres organismes, offrir des cours de musique, mais est-ce que je vais offrir des cours de piano classique? Probablement pas. Je vais aller voir et cibler la clientèle qui s'y retrouve, et à partir de cette réalité-là, offrir les instruments de musique, les cours de musique, qui vont être greffés à ce choix de clientèle-là pour, en fin de compte, fidéliser. Donc là, la réalité de l'innovation, c'est d'être assez habile, de prendre le temps de bien connaître sa clientèle, de bien connaître la structure au niveau de l'autonomisation financière qu'on peut venir chercher et d'y greffer une réalité au niveau de comment on va bien desservir cette communauté, dans notre cas, francophone dans l'ouest d'Ottawa, qui compte Canada, Barrhaven jusqu'à Westboro, qui est quand même une très grande population. J'ai bien aimé l'analogie avec les instruments de musique. Je reconnais le musicien en vous. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part de ceux qui nous écoutent en ligne en ce moment? Non, mais il y a quelqu'un qui a fait un drôle de commentaire qui dit que c'est une belle image de la coopération, la manière dont vous passez le micro. On met en pratique ce que l'on prêche. Et pour ceux et celles qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions, des soucis, des inquiétudes? Non? OK, parfait. Bon, bien, on va peut-être enclencher avec les prochaines questions. Là, on va entrer dans des choses un peu plus ciblées et les questions vont s'adresser à tout le panel. La
question des entreprises sociales, c'est un buzzword en ce moment, ou du moins depuis les 10 à 15 dernières années environ. Selon vous, les entreprises sociales, est-ce qu'elles représentent une perspective d'avenir pour atteindre justement le sujet d'aujourd'hui qui est la question de l'autonomisation partielle? Donc, on se rappelle que les entreprises sociales ont comme pour composante essentielle la vente d'un produit ou d'un service pour essayer d'atteindre un degré d'autonomisation. Puis est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui représente quelque chose qui peut avoir des retombées positives dans l'avenir? Absolument. Absolument, parce que ça m'engage. Tu parlais de fidélisation de clientèle. Justement, l'entreprise sociale engage la clientèle à continuer d'avoir ces services-là. Donc, ça nous donne plus de façons de fonctionner pour avoir une autonomisation partielle, ça c'est certain. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Parce que justement, c'est la collaboration. Je sais que nous, à la Nouvelle-Scène, ça l'aide grandement, le fait d'avoir les compagnies résidentes qui sont toujours là parce qu'on peut joindre plus de monde ensemble que si on était seuls, puis eux étaient seuls. Donc, moi, je dirais que oui, c'est une perspective d'avenir très importante pour la Nouvelle-Scène chez Desjardins. C'est vraiment le mariage entre le concept de générer des profits, puis des revenus, mais aussi de réaliser une mission sociale en même temps. Puis je trouve que ça trouve un bel équilibre justement entre ces deux aspects-là, de créer des choses qui sont viables financièrement, mais aussi qui ont une raison sociale, puis qui pensent à notre société plus large que juste de générer des revenus. Donc je trouve ça un bel équilibre. Complètement d'accord. La réalité, c'est que l'entreprise sociale, c'est le moteur pour le changement social. Et moi, ayant été en éducation pendant plusieurs années, la réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec notre jeunesse pour mousser davantage cette conscience sociale, ces défis, cette réalité-là pour améliorer la condition de vie que l'on a présentement. Et l'entreprise sociale devient pour elle, pour eux, l'outil pour être capable de gérer ce changement social-là. De toute évidence, dans un monde idéal, lorsqu'on gère avec contexte foncier, à gérer avec un appui financier dans la plus grande mesure du possible, mais sinon, au moins pour être capable d'améliorer la condition humaine. Toutes des perspectives intéressantes. J'ai l'impression que le thème qui revient entre vous trois, c'est vraiment mettre l'humain au centre de la réflexion plutôt que la recherche absolue de profit. Puis je pense que ça cadre bien avec toutes vos missions, vos valeurs respectives. Dans ce contexte-là particulièrement, il faut ajouter la dimension, les différents paliers gouvernementaux. Puis que ce soit au niveau de l'appui logistique, au niveau de l'allocation de ressources, du financement, la création de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, des centres d'excellence, etc. Il y a différentes façons que les différents paliers gouvernementaux peuvent aider, que ce soit à l'échelle municipale, régionale, provinciale, fédérale. Puis, que pensez-vous, c'est le rôle des différents paliers de gouvernement pour vous aider là, dans cet écosystème-là? Marcel, tu ne peux pas le passer à côté, toi. Moi, la réalité, c'est qu'on est en plein dans ce milieu-là. On travaille présentement avec Affaires publiques Solstice, qui est quand même un organisme phénoménal, qui a une très bonne compréhension des relations gouvernementales, autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Et la réalité, comme être humain, on a souvent l'impression qu'on est capable de se débrouiller tout seul. En toute réalité, on a toujours besoin de tout le monde. Et le plus rapidement qu'on est capable de devenir habile à aller chercher l'appui des différentes instances au niveau du gouvernement, le plus habile est-ce qu'on peut devenir à développer une relation saine
Et c'est dans la relation saine, par la suite, que le contexte des bailleurs de fonds, le contexte de différents appuis, le contexte du bon mot pour la bonne personne passe de bouche à oreille. Et par la suite, on vient qu'à connaître l'entreprise, on vient qu'à connaître l'organisme, simplement parce que les gens en parlent positivement. Mais ça, c'est dans nos constances au niveau de nos conseillers municipaux, au niveau de nos conseillers, au niveau de nos politiciens provinciaux et fédéraux, dans une structure où on est capable de développer cette réalité-là pour être capable d'avancer notre vision et notre cause sociale également. Je pense pour nous, à l'Info d'Ottawa, le financement qu'on reçoit pour le fonctionnement de base, c'est un tremplin important pour justement pouvoir aller plus loin, de créer des nouvelles initiatives, d'imaginer notre rôle, mais comme sans ce financement de base pour assurer juste la maintien, la survie. Quand les organismes sont en mode survie, puis juste essayer de fonctionner, puis faire le minimum, ils ne sont pas en train de faire de l'innovation, ils ne sont pas allés trouver des nouvelles façons d'atteindre leur mission, puis de regarder des nouveaux modes de financement, parce que ça prend une certaine sécurité de base. Donc pour nous, les barres de fonds, puis ces subventions-là qui subventionnent le fonctionnement de base de l'organisme sont très importants pour pouvoir atteindre ce prochain niveau-là. Nous aussi, on a un rôle à jouer avec eux, c'est qu'ils puissent prendre connaissance de où on est. Puis des fois, ils sont très ouverts. Il s'agit, si on pense au fédéral, on a juste à s'informer sur la lettre de mandat de nos ministres. C'est pas mal tout là, puis il y a toujours quelque chose qui vient nous chercher puis qui peut nous aider. Donc, je pense que tous les gouvernements, que ce soit municipal, provincial, fédéral, sont très ouverts. Il s'agit qu'on leur demande une rencontre, puis souvent, en discutant, ils vont justement nous faire part des choses que nous, on n'a pas pensé parce qu'on est en plein dedans, on a le nez sur l'arbre, dans le fond, puis eux, ils l'ont pas, donc ils nous ouvrent des portes. Puis je pense que quand on prend la peine d'aller les rencontrer, de discuter avec les gouvernements, qui sont vraiment là pour nous donner des idées et puis éventuellement de nous aider. Il s'agit qu'on fasse le pas puis qu'on aille les voir. Excellent, merci beaucoup. On peut peut-être passer maintenant, si jamais il y a des gens qui veulent intervenir sur les réseaux sociaux. Donc, je vais laisser la place à mon co-animateur, Dénick. Est-ce qu'on a des interventions à mentionner? On a une question côté en ligne. Là, j'invite à ceux qui n'ont pas encore demandé de questions dans l'auditoire de se lancer aussi. Mais je vais juste poser la question en ligne. Ça va être un petit peu avec la dernière question qu'on a posée. Quelles sont vos stratégies pour promouvoir votre impact social? Ah, parfait. Stratégie de promotion de l'impact social de vos organismes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je pense qu'une des choses vraiment clés quand on parle d'impact, c'est d'être en mesure de mesurer cet impact-là. Mais je pense souvent, des fois dans les organismes, on est tellement dans le faire, puis de réaliser les projets, tout ça, que des fois on ne met pas en place les mécanismes pour bien mesurer les résultats de notre travail. Puis je pense pour pouvoir bien le communiquer puis faire savoir qu'est-ce que l'organisme fait puis qu'est-ce que l'organisme a comme impact puis comment est-ce qu'elle réussit sa mission, faut prendre le temps de bien mesurer. C'est pas à la fin du projet que tu peux commencer à mesurer les choses pour vraiment savoir comment faire de l'évaluation, comment mesurer les résultats pour pouvoir avoir des chiffres concrets et des façons concrètes de pouvoir exprimer puis de faire connaître que nos organismes font. Mais des fois, c'est difficile quand tu es dans le feu de l'action, puis en train de faire les événements, puis tous nos assets sont surchargés dans le milieu communautaire. Je suis certaine que c'est la même chose pour vous autres. Donc, c'est ça, de prendre ce temps-là, justement, de bâtir des bons outils de mesure et d'évaluation. Ça, c'est clé. Il y a plus trop de coopération. Pour appuyer un peu ce que tu mentionnais, comme être humain, on est très fort à gérer le quoi et le comment. Parce qu'on a toujours été très habile à dire on doit faire un projet, voici comment on va le faire. Mais on s'arrête souvent, pas très souvent, à gérer le pourquoi. Et c'est le pourquoi dans cette cause sociale-là qui devient très important.
Si on commençait avec le pourquoi, donc le pourquoi on fait quelque chose, là, ça viendrait peut-être davantage créer cette importance-là face à la cause sociale, comme je mentionnais tantôt, et peut-être un peu plus venir greffer, si on sait le pourquoi par la suite, alors on sait comment est-ce qu'on veut aller gérer notre structure, mais les gens vont suivre les gens qui comprennent le pourquoi. Les gens vont rarement suivre celles et ceux qui vont simplement faire le comment. Très important. Je vais parler pour la Nouvelle Sainte-Gilles Desjardins. Nous, de la façon qu'on le mesure, on les commence très jeunes. On a d'ailleurs des spectacles pour des tout petits. Donc, mais on a une base de données. On vient à bout de mesurer l'impact social avec les gens qui reviennent par l'entremise de sondages, par l'entremise, c'est ça, du feedback, des sondages. Donc, on a beaucoup de gens qui reviennent, y amènent la famille. Donc, on pose des questions, puis on s'assure de bien être là parce qu'on est là, on est là pour la communauté. Donc, on récolte toutes les statistiques qu'on ne peut pas récolter, puis on voit beaucoup de gens qui reviennent. Donc, on se dit, bien, l'impact social, on peut le mesurer comme ça pour ce qui est, en tout cas, des représentants, des arts vivants en français. Je vais peut-être ajouter une sous-question surprise. On parle de l'importance de mesurer l'impact social, mais pour diffuser cet impact, pour faire dire aux gens, voilà, on a fait un merveilleux projet, quel moyen de communication vous privilégiez? Bien, il y a les médias sociaux, c'est gratuit, ça pogne. C'est certain que le bouche à oreille, médias sociaux, les médias traditionnels aussi. Je ne sais pas si c'est un peu cette façon-là que tu voulais, c'était un peu ta question. Ensuite, c'est de le partager aussi dans nos listes de gens. Nous, on est chanceux parce que c'est du tangible, on a des bases de données, donc ça devient facile de diffuser, de rediffuser ce qui s'en vient parce qu'on a la permission. Mais je te dirais que le gros, avec les médias sociaux, ça n'emmène large. Ça, c'est à la fois de Toronto, on a mis beaucoup d'efforts pour notre rapport annuel, puis les états des lieux qu'on fait lors de notre assemblée générale annuelle, comment on présente cette information-là, puis comment on peut dire aux gens et aux médias qui sont là de justement faire cet état des lieux-là. Mais je pense que c'est certain qu'il y a toujours de l'amélioration qui pourrait être faite pour faire justement mieux connaître l'organisme, parce que c'est une des meilleures façons de faire connaître ton organisme, c'est par rapport de faire connaître les résultats du travail que vous faites. La plus grande force d'une entreprise sociale, c'est son social, c'est l'être humain. Donc, la réalité, et moi j'ai été direction d'école pendant plusieurs années, la meilleure façon de vendre une école, c'est pas de commencer à dire que tu as des bons programmes, c'est de t'assurer que les enfants qui sont dans ton école sont heureux, sont bien, et demain matin ils veulent revenir. Si dans ton entreprise sociale, tes clients ou les gens qui travaillent avec toi sont heureux, sont bien, et demain matin ils veulent revenir, ils vont en parler à tout le monde. Et c'est probablement la meilleure stratégie pour être capable de mousser cette réalité sociale-là. J'aime ça, 3 approches différentes, tous complémentaires les unes par rapport aux autres. Puis je sais qu'on avait une question dans l'auditoire également, si ma mémoire est bonne. Non? OK, parfait. Bon, on pourra y revenir plus tard durant la soirée. On peut peut-être enclencher avec, à ce moment-là, la prochaine série de questions. Question technique maintenant. Les éléments de réussite, selon vous, pour une bonne ou un bon organisme en but lucratif. Donc, quels sont les éléments que vous privilégieriez pour assurer la réussite d'une OBNL en Ontario français? Je pense que ça prend une mission qui est très claire. Il faut que la mission elle soit claire. Il faut que tout le monde qui travaille dans l'organisme connaisse la mission, puis qu'il y ait des objectifs communs, puis que les employés, les bénévoles, les membres du conseil d'administration travaillent sur cette mission puis ces objectifs en commun-là, puis que les gens soient en train de travailler dans la même direction. Puis je pense que c'est vraiment quand tu as des objectifs et des cibles qui sont clairs, bien là, tu vois si l'organisme est en train de réussir ou non.
Tu l'as assez volé à Chantal. Je vais continuer dans ce que tu as dit. Et plus, une bonne planification et stratégique et financière. Parce que la beauté des organismes à but non lucratif, c'est que si on a plus, on réinvestit dans notre mission, qui est très, très, très important, de réinvestir financièrement dans notre mission. Donc, c'est des éléments aussi de réussite. Alors, une première chose, c'est de bien comprendre ces bailleurs de fonds. Donc, de ne pas rédiger pour rien, mais de comprendre à quel fonds est-ce qu'on peut faire demande. Employer efficacement ses bénévoles, qui est une grande réalité. Donc, lorsqu'on a des gens qui sont prêts à donner de leur temps bénévolement, et souvent on en a plusieurs, être capable de les utiliser efficacement pour qu'eux se sentent valorisés dans ce processus-là et qu'ils ne se sentent pas non plus oubliés. Travailler efficacement à la mise en œuvre des programmes, on l'a mentionné, avoir une administration efficiente. La réalité à l'intérieur d'une structure, c'est vraiment son contexte au niveau administratif. D'être capable de prendre des décisions solides et d'être capable de passer rapidement à l'action. Attirer, fidéliser les meilleurs employés, les meilleurs bénévoles, améliorer les compétences internes aux besoins, donc on parle au niveau du développement personnel, professionnel, et amasser des fonds de manière efficiente et efficace. Et ça, on parle au niveau de la programmation et autant au niveau des bailleurs de fonds. Merci beaucoup. À la grande joie des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent en ce moment en direct, et pour mon plaisir personnel également, je vais poser la question contraire. Je vais me faire l'avocat du diable cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait l'échec d'une OBNL? C'est quoi les facteurs qui feraient en sorte qu'une OBNL échouerait à sa mission sociale? Le contraire de... OK. Une mauvaise gestion des fonds, c'est certain. Une mauvaise gouvernance, parce que la gouvernance est importante dans tout ça, parce que c'est vraiment ta stabilité, c'est la base de ta maison. Donc, si on a une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion financière, c'est certain qu'on n'a plus les fonds pour faire ce qu'on veut faire. On perd notre mission sociale. Donc, si on a perdu notre mission sociale, on ne la fait pas. Donc, ce sont ces éléments-là. Mais je pense que quand l'organisme arrête d'innover, quand l'organisme ne connaît plus ou ne reste pas connecté à son membership, je pense en Ontario, dans les dernières années, on voit qu'il y a une redynamisation de la population ontarienne, puis en tant qu'organisme, selon ce qui nous manque, ça varie, mais il faut rester très connecté avec c'est quoi les réalités de nos membres, qui sont ces personnes pour lesquelles on travaille puis on œuvre, puis être vraiment connaissant de leurs besoins puis réalités. Puis quand il y a un disconnect, je pense que c'est quand les organismes commencent à échouer. Puis je pense que les choses, c'est d'avoir en place des plans de legs, parce que dans les organismes, c'est clair, il y a le roulement des ressources humaines, où comme je vois soit deux modèles, soit on a des organismes où il y a beaucoup de roulement puis il y a beaucoup de changement des employés, ou il y a des organismes où il y a des personnes clés qui sont là depuis très longtemps, mais quand ces personnes-là prennent leur retraite, l'organisme est dépendant de toutes les connaissances et les capacités de cette personne-là. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des organismes qui peuvent bien perdurer malgré les changements de ressources humaines à l'intérieur de la boîte? Oui, puis les plans de legs sont très importants. Moi, de mon côté, j'aimerais parler de l'authenticité de sa mission. C'est très facile d'écrire des beaux mots sur une page de papier, d'avoir une mission, une vision, mais de la vivre journalièrement, c'est une autre réalité. Donc, de demeurer authentique à sa mission et même durant les moments difficiles, de garder cette authenticité-là, parce que c'est qu'est-ce qui va venir greffer l'organisme par la suite. C'est si les individus, les membres, la gestion, la gouvernance demeurent authentiques à leur mission dès le départ.
J'aimerais peut-être ajouter une dernière composante aussi, qui est la notion de l'engagement. Je pense que c'est un grand débat à soulever dans l'Ontario français. On a les deux extrêmes. On a une partie de la population qui est extrêmement engagée, qui soutient les organismes, puis on a une partie de la population qui est malheureusement encore passive. Donc j'ai l'impression que s'il n'y a pas cette mobilisation-là, cette collaboration, comme on a parlé, puis aller solliciter peut-être une population qui est un peu plus dormante, pour les activer, pour les engager dans notre mouvement, j'ai l'impression que s'il n'y a pas ce désir d'aller chercher constamment des nouveaux sollicitateurs, des nouveaux membres potentiels, il y a peut-être un échec à envisager. Donc, je vais nous tourner vers ceux et celles qui nous écoutent à la maison, au travail, à la bibliothèque publique, où ce que vous êtes. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Je vais laisser la place à mon co-animateur, Dénick. Oui, donc la belle voix derrière la caméra. On a deux questions. Il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent et qui sont intéressées. Donc, une des questions, ça a un petit peu rapport avec notre thème, mais pas beaucoup, mais on va quand même la poser. C'est quelles sont vos stratégies d'inclusion en ce qui concerne les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap? Ah, très intéressant la question de l'inclusivité. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer? Oui. C'est d'ailleurs une de nos valeurs, l'inclusion. À la nouvelle scène, on fait des représentations surtitrées. Donc, on est inclusif. On a des représentations aussi autochtones, des coproductions. Je pense que tout est là. On est là pour tout le monde. Puis, on a tous les outils en place justement pour servir les gens qui ont des besoins spéciaux. Et chez tous les employés de la Cour d'Ottawa, on a suivi des formations d'accessibilité avec le Phoenix. Donc, justement, je pense que c'est de s'éduquer pour pouvoir changer les approches, puis d'être sensible aux besoins pour pouvoir justement adapter nos communications, nos façons de faire ou d'organiser des événements pour que ça soit accessible pour les personnes en situation de handicap. Puis, pour ce qui arrive de la question d'inclusion des personnes PNMI, aux Premières Nations de Inuit. Je sais que la Cour d'Ottawa, nous, c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler, justement, d'avoir des meilleures relations avec le Aboriginal Council, puis de justement qu'il y ait des liens structurants plus solides entre notre organisme et les organismes autochtones dans la ville d'Ottawa pour qu'on travaille vraiment plus en collaboration, puis qu'on soit connaissant plus des réalités respectives pour que, justement, nous, on soit mieux en mesure de desservir notre membership qui inclut des personnes PNMI au sein de toute la francophonie d'Ottawa, puis aussi que les groupes autochtones soient mieux sensibilisés pour répondre aux besoins de leurs membres qui sont francophones, parce qu'il y a quand même une intersectionnalité importante entre ces deux groupes-là. La première priorité de la Maison de la francophonie, c'est bel et bien la francophonie inclusive, donc vraiment cette réalité-là d'inclusion à multiples niveaux. Et M. Ronald Bisson, qui est le président de notre coopérative, en a développé son slogan. Le slogan, c'est « Notre francophonie dans toutes ses expressions ». Donc, de vraiment reconnaître les multiples couleurs de la francophonie, où on est choyé, nous, parce que la Maison de la francophonie est voisin à un centre inuit. Et justement, on est en train de développer un projet, un partenariat, pour être capable de faire une collaboration entre le fait français et la culture autochtone inuit, pour être capable de développer des projets ensemble. Donc, le contexte de l'inclusion devient quand même super important à l'intérieur de nos structures. Bien, merci beaucoup. Puis on aurait peut-être une dernière question, puis peut-être laisser avec un mot de la fin, puisqu'on déborde déjà du temps. Mais c'est bien parce qu'on a eu beaucoup de questions. Donc, merci à ceux qui nous ont écoutés. Sur peut-être la dernière question de la soirée, après ça, on vous laissera un mot de la fin. Il y a quelqu'un qui demandait, c'est un professeur de l'Université Saint-Paul en innovation sociale, qui demande, est-ce que pour vous, de la mauvaise gestion, c'est juste financière? Ah, c'est une question intéressante, ce côté saine gestion financière. Puis, est-ce que c'est un idéal à atteindre? Est-ce que c'est un impératif catégorique ou c'est une impossibilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y répondre? Bien, c'est au-delà de la gestion financière, la saine gestion, c'est certain, parce qu'il y a les ressources humaines qui sont le moteur de tout organisme.
Je pense que déjà là, si la gestion va super bien au niveau des ressources humaines, en théorie, le reste va s'en suivre parce que tout le monde va travailler, vont avec passion, puis vont se sentir connectés, puis ils vont participer. La saine gestion de la gouvernance est aussi importante. Fait que je pense que la saine gestion, c'est vraiment le tout. Parce que si tu oublies une partie, ça va affecter le reste des choses. Donc, c'est un peu ce que je vois. Absolument. Puis pour renchérir, je pense à plusieurs reprises, les deux collègues ont dit l'importance d'avoir et le plan d'affaires, mais aussi le plan stratégique. Puis je pense que la gestion, ça touche à plusieurs aspects de l'organisme. Puis oui, la gestion financière est nécessaire pour assurer une bonne gestion, mais c'est une composante essentielle parmi plusieurs autres. Et je pense que lorsqu'on parle de ces structures-là, pour accompagner un peu ce que vous dites, c'est tout au niveau du contexte leadership. Le leadership est probablement un des plus grands éléments clés au niveau de l'entreprise sociale. Parce qu'à partir de cette réalité-là, c'est là qu'on peut mettre en place de bonnes gestions financières, de bonne gestion au niveau des ressources humaines, de bonne gestion au niveau de différentes approches de la programmation et de l'innovation. Mais la structure demeure dans le contexte leadership où on est capable de prendre place et faire rayonner le fait français, sa culture et sa langue dans toutes ses expressions. Bon, mais j'ai l'impression que c'est une bonne façon de conclure la discussion ce soir. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement aux panélistes qui ont été vraiment fantastiques. On a touché à beaucoup de sujets, donc pour ceux et celles qui souhaitent nous écouter davantage, la vidéo va être également mise sur notre plateforme YouTube, également dans les prochains jours. On vous remercie sincèrement d'avoir assisté à ce Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter sur notre site web au www.cco.coop, sur nos médias sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube, et à tous ceux qui nous écoutent en direct ce soir, de la maison, du travail, ou peu importe aussi que vous nous écoutez, et à nos membres de l'auditoire, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup et à la prochaine.